Pour un patient, un malade, de s'adapter à une quelconque maladie, chronique soit-elle, lorsque sa famille, les proches sont émotionnellement stables au regard de tout ce qui va avec, eh bien, nous évoquerons aujourd'hui l'impact psychologique des maladies pour soi-même et les proches. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Content de vous retrouver. Ben oui. Et nous aussi, vous savez, c'est une grande famille, hein, cette matinale avec tous ces consultants. Aujourd'hui, on parle d'impact psychologique des maladies chroniques, c'est ça le dénominateur? Oui, voilà. D'accord. Alors, comment on pourrait définir une maladie et dite une maladie chronique? Alors, une maladie, elle est dite chronique quand elle a des symptômes persistants et surtout sur une longue durée de plus de 6 mois. Et là, on peut parler d'une maladie chronique. Et à côté de cette maladie chronique, quel est le sens du soutien psychologique? Alors, une très bonne question. Et avant de répondre à cette question, je vais d'abord dresser le tableau pour que les gens puissent comprendre pourquoi, en fait, on parle d'accompagnement psychologique. En fait, être atteint d'une maladie chronique, douloureuse ou grave a un impact psychologique très important sur l'individu. Et malheureusement, la prise en charge a souvent tendance à négliger les maux de l'esprit. Les médicaments qu'ils prennent traitent les maux physiques et négligent les maux de l'esprit, psychique. Et c'est ainsi que le patient, le malade, se retrouve dans une situation de frustration. Parce que comme il y a un choc, déjà quand tu apprends que tu souffres d'une maladie, il y a un choc. Mais le problème qui se pose, c'est que les médicaments ou les soignants ont tendance à t'accompagner avec les médicaments. Mais la personne, en fait, elle est en train de vivre un autre stress qui n'est pas bien géré. Par exemple, elle doit faire face à la persistance des symptômes, une nouvelle situation de handicap. Il y a des personnes qui doivent éviter de nouvelles maladies. Il y a aussi des personnes en même temps qui doivent affronter des problèmes et aussi qui doivent affronter un regard des autres qui n'est pas toujours bienveillant. D'où la raison pour laquelle un accompagnement psychopathologique et social de la douleur est nécessaire. Alors, Madame Kabouka, dites-nous, tout accompagnement psychologique est, pour ainsi dire, naturellement lié à une pathologie ou à une maladie. Je peux encore m'étendre là-dessus. Notamment, on voit de plus en plus des accompagnements avec des coachs de vie, des coachs en différents domaines. C'est dire que ces individus-là qui sollicitent ces différentes aides-là souffrent forcément de quelque chose. Et c'est pathologique ou c'est juste de l'esprit? Oui, en fait, c'est les accompagner pour s'adapter à un nouveau style de vie. Quand tu apprends que tu souffres d'une maladie chronique, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui dure plus de 6 mois. Et tu dois changer ton style de vie, en plus des médicaments que tu dois prendre. Donc, ces gens, en fait, t'accompagnent pour accepter à vivre la maladie au mieux. Parce que c'est tout un changement du style de vie, ta façon de vivre avec l'entourage. Comme par exemple, je peux vous donner un exemple, si vous avez eu un choc ou si vous souffrez du rhumatisme ou il y a une lésion cérébrale ou bien vous avez des difficultés tout d'un coup, des difficultés à monter les escaliers. Donc vous voyez qu'il y a un changement au niveau des fonctions motrices, mais aussi intellectuelles. Donc vous ne fonctionnez plus comme avant, donc vous devez vous réadapter. C'est pour ça qu'en fait, ils font appel à ce genre d'accompagnement. Bien sûr. Alors, parlant d'exemple, on verra bien avec ce qui va suivre des témoignages de certaines personnes qui racontent bien leur vécu auprès de leurs proches malades. On regarde. Mon cas ici, c'est le diabète. Et quand ma grande soeur a appris qu'elle avait le diabète, elle était totalement abattue. Parce que pour elle, elle était à vie, elle n'allait plus pouvoir se relever. À un moment donné, c'était compliqué, elle n'arrivait pas à dormir. Elle pouvait faire des semaines sans dormir parce qu'à force de réfléchir, en plus du diabète, la réflexion lui-même a encore fait d'autres maladies encore, telles l'insomnie. Elle n'arrivait pas à dormir. Donc on était obligé de faire 2 traitements à la fois. Parce que pour elle, c'était fini. Voilà, mais avec les traitements et les encouragements, surtout les encouragements. Voilà, parce qu'on lui disait à chaque fois que ça va aller, qu'elle va guérir. Bon, moi, mon papa, quand il a appris qu'il avait le diabète, ça n'a pas été facile pour lui. Quand on lui a dit de suivre les régimes, bon, il ne voulait pas parce que ce n'était pas facile pour lui. Il s'est dit quoi, que ce que j'aime là, si on me dit de ne pas manger
sais que c'est plus la peine que je mange. Donc, au coup, il s'est caché pour manger ce qu'il ne devait pas manger. Donc, c'est ce qui a fait que vers la fin, il n'a pas survécu. Il y a mon frère qui est très, très malade, qui souffre d'insuffisance rénale. Il est allé à l'hôpital, on lui a parlé de ça. Il a battu moralement. Il se dit, déjà, il est mort. Il ne veut même plus causer avec quelqu'un. On ne sait pas quoi faire encore. J'ai un ami qui a l'insuffisance rénale. Et il faut dire que ça a affecté beaucoup son esprit. Et quand nous avons appris cela, nous-mêmes, vraiment, on était désespérés, puisqu'il fallait faire au moins 2 dialyses par semaine. Et vraiment, c'était coûteux. D'abord, financièrement, c'est difficile pour la prise en charge. Pour quelqu'un vraiment qui ne travaille plus, qui a perdu son emploi, vraiment, c'est difficile. Et au niveau de son entourage, nous tous, on était vraiment tristes de le voir souffrir avec cette maladie. Pour moi, c'est l'asthme. Donc, vraiment, c'est une maladie qui perturbe beaucoup. Tout le monde te traite d'asthmatique. On trouve que bon, toi, tu es fragile, il faut te mettre à l'écart. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire, il y a certaines nourritures même que tu ne dois pas consommer. Et tout ça, là, moralement, tu es atteint, tu es abattu, au fait. Tu cherches un remède pour sortir de là, parce que ce n'est pas facile. Ma mère biologique est affectée par la tension. Et depuis, ça fait plus de 20 ans qu'elle a la maladie. Voilà. Mais dans ces dernières années, c'est devenu encore plus grave. Elle a fait un AVC au-dessus de ça. Elle a le côté gauche qui est paralysé. Voilà, donc on suit les traitements. Ce n'est pas du tout facile puisqu'elle n'arrive plus à marcher comme avant. Voilà, elle n'arrive plus à faire ses propres affaires. Vraiment, psychologiquement, elle est atteinte. Elle est atteinte. Donc c'est nous qui essayons de lui monter un peu le moral, lui dire que la vieille, ça va aller. Personne ne souhaite voir sa maman dans un tel état. Voilà, mais on le fait avec. Et voilà, en tout cas, c'est un échantillon de plusieurs personnes comme ça qui nous donnent ici leurs avis, leurs interventions sur le sujet. Remerciements à Pascaline Kwame pour ce petit élément-là. Alors, docteur, tout ce qui revient après cet élément, c'est de savoir que selon la source du mal, il y a une adaptation psychologique ou d'accompagnement à avoir. Absolument. Et pour des proches qui ne sont pas forcément aguerris, outillés, comment le faire? Alors, c'est bien que tu viens de mentionner les proches, parce que comme on le sait déjà, les proches, les membres de la famille, jouent un rôle clé dans l'accompagnement du malade. Le malade peut juste se prendre des médicaments, mais ce n'est pas assez. Oui. Alors, son entourage, ses proches jouent un rôle clé. Et comme tu viens de le dire, c'est très important qu'eux aussi reçoivent ces outils. Parce que souvent, ils utilisent ils font avec ce qu'ils ont, comme ils peuvent. Et ils comparent l'incomparable. Ils se disent, mais ton ami ou mon ami, ma grand-mère, elle souffrait de la même chose. Alors que notre façon de gérer une maladie dépend aussi de notre personnalité. Comme vous imaginez, si vous avez tendance à avoir un discours positif envers vous-même, c'est normal que vous allez affronter une maladie d'une manière plus positive et plus encourageante. Et si vous êtes une personne pessimiste ou qui voit le monde d'une manière négative, donc c'est normal que vous aurez tendance à même souffrir d'anxiété parce que vous avez peur. Et même, je voudrais mentionner le fait que lorsque vous souffrez de diabète, vous êtes 2 fois plus susceptible à souffrir de dépression. Pourquoi spécifiquement avec le diabète? Alors, le diabète, comme vous le savez déjà, il y a tout un changement de style de vie, n'est-ce pas? Vous devez arrêter de faire les choses que vous faisiez avant. Le régime alimentaire. Le régime alimentaire. Et même physiquement, il y a des personnes qui disent « je ne suis plus performant dans certaines choses qu'avant ». Et ça vous affecte psychologiquement. C'est pour ça que vous avez tendance à développer la dépression. Alors, Madame Diane, dites-nous, est-ce que la diminution des facultés motrices et intellectuelles entraîne des conséquences irréversibles? Irréversibles si on n'a pas suivi, si on n'a pas la chance d'avoir un accompagnement psychologique, social aussi. Mais ça peut être réversible. Si vous, par exemple, surtout si vous commencez l'accompagnement juste après ou peu après le diagnostic. En fait, tout dépend comment on vous a annoncé
le diagnostic et les étapes que vous avez prises juste après. Donc, si immédiatement vous étiez dans un environnement ou dans un hôpital où ils ont en place un système de parler aux gens, leur expliquer en fait, parce qu'il y a le jargon médical qui, des fois, rend les personnes encore plus malades. Oui. Parce qu'ils ont peur. D'abord, tu ne comprends pas beaucoup. Et oui, c'est vrai, tu peux avoir des conséquences irréversibles, mais lorsque vous avez ce genre de thérapie par la parole, thérapie de groupe, et aussi quand on a bien expliqué ton diagnostic. Alors, Madame Diane, on a bien établi ici que, pour ainsi dire, nous sommes tous des malades ambulants, chacun à son niveau, et on parle beaucoup d'accompagnement. Finalement, cet accompagnement-là devrait intervenir dans un cadre hospitalier, médical, où les proches aussi ont leur part à jouer, et comment, du coup, pouvoir apporter ce soin-là, cette petite lueur-là aux personnes qui en ont besoin le plus. C'est vrai que nous sommes tous malades, mais il y en a qui en ont plus besoin. Bon, oui. Dire que nous sommes tous malades, bon, c'est relatif. Oui. Parce que, comme on parle de maladies chroniques, là, bien sûr, ces personnes ont besoin d'accompagnement psychologique. Il y a des personnes qui ont une petite maladie, mais oui, tu as raison, chacun souffre de quelque chose, que ce soit physique. Il y a un manque quelque part. Quelque part, et c'est bien dit, parce que on devient plus humble et on accepte autrui. Juste parce que quelqu'un en face de toi ne présente pas de symptômes, ne veut pas dire que cette personne ne souffre pas. Il y a même des souffrances invisibles. Et j'aimerais partager une citation avec beaucoup de bonheur d'un auteur que j'ai inconnu. Il est difficile d'expliquer aux gens ce qu'est un combat quotidien contre la douleur. La douleur n'est pas toujours apparente, mais elle est bien réelle pour ceux qui en souffrent. C'est vrai. Ça veut dire, soyons toujours indulgents, parce que les symptômes ne sont pas toujours visibles. Et les symptômes et les douleurs les plus difficiles, ce sont celles qui sont invisibles. Finalement, c'est quoi la prescription dans un tel état où nous sommes malades de maux invisibles des fois? Quelle est la prescription qui pourrait être universelle? C'est sourire? Sourire, bien sûr, oui, sourire, c'est un médicament, c'est vrai. Chérie, merci pour le sourire. C'est accompagnement, justement, qui te permettra de t'exprimer. Parce qu'en fait, quand tu souffres des douleurs invisibles, ça veut dire que tu as besoin d'en parler. C'est comme la thérapie à la parole, ça permet aux individus de s'exprimer. Parce que tu souffres, mais tu as l'impression que tout le monde t'ignore. Oui. Comme le monsieur l'a mentionné tout à l'heure, il y a eu un sentiment d'abandon. Et il y a un qui a dit qu'il ne voulait plus parler à qui que ce soit. L'isolement. Il y a des personnes qui s'isolent. Et donc, oui, c'est important de les accompagner. Et si vous êtes un membre de la famille, que vous avez quelqu'un qui souffre, mais vous avez l'impression qu'il ne parle pas, ou bien tu sais qu'il souffre, mais il ne sait pas comment s'exprimer, il faut l'accompagner. N'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé mentale, un psychologue, un psychiatre, pour lui donner cette opportunité de guérir ses blessures internes. Et bien sûr, ajouter des mots doux, pourquoi pas. Alors, on va rester sur cette personne proche d'un malade. Oui. Voilà, on est à côté d'un malade, on n'a pas connaissance forcément sur les pathologies et tout. Oui. Par exemple, quelqu'un qui vient, on dit son parent a des rhumatismes. Voilà. Est-ce que cette méconnaissance sur la maladie entraîne ce déséquilibre mental-là? Oui, parce qu'en fait, de l'extérieur, quand le médecin fait le diagnostic, il va parler de stabilité, parce qu'il y aura un traitement. Et les membres de la famille ont tendance à croire que si leur malade suit les prescriptions telles qu'ils sont, la personne ira mieux. Mais ce n'est pas évident. Et on mettra beaucoup de pression sur le malade. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as pris les médicaments? Tu les as pris le matin? C'est combien de fois par jour que vous allez prendre? Mais ils oublient qu'en fait, le malade a beaucoup de choses à gérer. Tu peux prendre les médicaments, mais ça peut ne pas t'aider parce que toi, tu vis dans un autre monde où tu te demandes, tu ne connais pas le futur, qu'est-ce que je vais devenir, comment est-ce que les gens me regardent. Et les médicaments peuvent ne pas fonctionner. Et justement, lorsque les membres de la famille ne sont pas informés de cet aspect psychologique, oui, ils peuvent ne pas comprendre et ne pas savoir comment t'aider.
C'est difficile. Oui. Donc justement, comment appréhender ce partage d'informations? Parce que ça reste toutefois des données personnelles, de parler des fois de sa maladie. Et des fois, on a des maladies même qui sont incurables. On a vu l'exemple dans Les Déments d'un monsieur qui parlait de son ami qui a de l'insuffisance rénale. Bon, quoi qu'avec la médecine, si on a une greffe de rein, on peut guérir. Mais on a des maladies qui sont incurables. Du coup, comment appréhender le mental de personnes dans cette situation? Alors, déjà, on sait, on les a entendus, ils souffrent psychologiquement, parce qu'on a vu qu'il y en a qui s'isolent. Ils souffrent physiquement, parce qu'on voit les symptômes. Mais aussi, ils souffrent, en fait, parce qu'ils sont incompris. Donc, oui, c'est le moment d'y penser, de sensibiliser les gens, en parler. Si vous êtes à l'hôpital et que vous venez de faire un diagnostic, c'est le moment aussi de donner des livrets. Il faut avoir des livrets d'accompagnement psychologique, ou même une brochure qu'un patient peut rentrer avec même les membres de la famille, pour qu'ils soient conscients de ce genre de problèmes psychologiques qui sont liés à cette maladie. Évidemment, chaque maladie a ses conséquences, mais on peut quand même faire une liste de certaines maladies et leur montrer, oui, même si tu prends des médicaments, voilà le côté psychique qui peut être atteint, voilà les symptômes que vous pouvez observer chez le malade. Donc, on parlait à la radio, à la télé, comme vous le faites maintenant, et dans les hôpitaux, avoir ce genre d'informations, avoir des images qui défilent sur les écrans pour parler les mots physiques et les mots psychiques. Et comme ça, les gens sont sensibilisés. Oui, et cela nous amène aussi à équiper nos centres de santé, nos hôpitaux dans ce sens-là. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'incompréhension. Quelles sont les conséquences de ce sentiment de frustration et surtout lorsqu'on est proche, j'imagine, en couple où l'un a un souci, l'autre est obligé, on va dire même à vie, de s'en occuper. C'est pas du tout évident. Souvent, on a cette perte de patience. Oui, voilà. Quelles sont les conséquences de ce genre de réaction? Bon, il y a les conséquences pour le malade. Pour le malade, ensuite, voilà. La personne Très proche. bien. Pour le malade, il y a une diminution d'humeur, une baisse d'humeur. Et puis, il y a, notre comment on dit, on a l'impression, notre estime diminue, et puis on a l'impression qu'on ne vaut plus rien. Et si, comme tout à l'heure, tu as mentionné un partenaire, si tu n'arrives plus à faire certaines choses, tout d'un coup, tu as l'impression que tu ne vaux plus rien du tout. Non seulement ça te stresse, mais aussi ton partenaire devient plus stressé parce que, comme tu l'as dit, on perd de la patience. Donc, c'est pour ça que les gens qui vous entourent ont besoin d'une continuité. Ce n'est pas un accompagnement où on en parle une fois. Non, quand une maladie est chronique, c'est un accompagnement à long terme. Et sur ce point spécifique, quid de l'empathie et de la pitié aux frontières? Comment doser pour ne pas que... Parce que finalement, il y a certains patients qui ne veulent vraiment pas qu'on ait pitié d'eux en tant que tel, mais quand même, il faut faire preuve aussi d'empathie pour se mettre à la place du malade, pour essayer de comprendre sa douleur et l'accompagner. Oui, et c'est très important parce qu'il y a des personnes qui manquent d'empathie, vous avez remarqué. Suite à une situation, ils sont froids. C'est comme ça qu'ils sont. Mais tu essaies de conseiller quelqu'un alors que tu ne peux même pas te mettre... à sa place. C'est pour ça que les psychologues sont formés pour ça. La première chose, c'est l'empathie. Et mettre la personne en confiance pour qu'elle puisse d'abord avoir le courage de s'exprimer. Parce que pour te dire des problèmes personnels, il faut une confiance, un certain respect, un rapport qu'il faut établir. C'est pour ça que ce n'est pas suggéré de se confier à des personnes qui ne sont pas formées, qui peuvent vous mal conseiller. Et en retournant sur les personnes qui ne veulent pas qu'on ait de la pitié, c'est vrai. Tout à l'heure, quelqu'un a dit je suis asthmatique et on me dit ah, c'est l'asthmatique. On n'est pas ce dont on souffre. Stigmatisé aussi après. Voilà, c'est le stigma. On n'est pas ce dont on souffre. On reste une personne et on a nos capacités. Nos capacités peuvent diminuer, mais ça ne change pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde a quelque chose qui ne va pas, mais accompagnons chacun. Et ne regardons pas une personne malade par sa maladie, par ses symptômes, mais par ce qu'elle sait faire et sa place dans la société. Donc l'empathie, oui, il faut avoir de l'empathie, mais ce n'est pas tout le monde qui a de l'empathie. C'est pour ça qu'il faut aller vers des professionnels qualifiés pour ça. Et puis, la pitié, c'est
si la personne n'aime pas qu'on ait de la pitié pour elle, donc il ne faut pas. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de cette pitié. Donc, il ne faut pas généraliser. Ça rentre pas un peu dans le cadre de petites manipulations du malade vis-à-vis de ses proches? Il faut juste que chaque cas est particulier. On ne peut pas généraliser. Chaque patient est particulier, chaque famille est différente. Donc oui, voilà. On doit faire attention à... Et chaque réaction devant chaque pathologie. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que l'entretien psychologique devant un professionnel doit se faire avec un membre de la famille ou tout seul, avec un proche? Alors, normalement, comme ce sont des adultes, ils ont le droit de dire « je voudrais être accompagné avec un membre de la famille » ou pas. Si c'est un enfant doit être toujours accompagné par un parent. Oui. Alors, je pense que c'est mieux si le malade est accompagné par la personne qui s'occupe d'elle. Mais il faut bien sûr expliquer. Mais il y a des patients qui voudraient être intimes avec leur psychologue pour mieux s'exprimer. Donc il faut varier les séances. Il faut avoir une séance individuelle avec le malade, mais aussi une autre séance, même en groupe, en famille, pour faire participer les membres de la famille et leur donner l'opportunité de s'exprimer. Donc oui, le malade, c'est un adulte, il a le droit de choisir, mais vous pouvez lui expliquer s'il est d'accord et qu'il soit accompagné par ses membres, sa famille, et lui montrer pourquoi ça va l'aider. Parce que c'est une équipe. Pour accompagner quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique, c'est tout un travail d'équipe, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau familial. L'expression est tellement importante et elle passe inévitablement par la parole. Est-ce qu'il est indiqué de pouvoir mettre ensemble des personnes qui souffrent d'une même pathologie, de quoi faire des échanges d'expériences, c'est bien? Ou c'est pas trop indiqué quand on voit que quelqu'un est en train de guérir, il sort du groupe et puis nous on a un niveau ou non? Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans cette équipe, se renforce avec les expériences de chacun. D'accord. Donc, si on est autour d'une table et qu'on souffre de la même maladie, il est vrai qu'on la vit différemment. Et on peut être encouragé par ton histoire. Et on peut être encouragé par ton histoire. Donc, on apprend des autres. Donc, oui, c'est pour ça qu'il existe des séances de groupe, des briefings, même dans les hôpitaux, pour que chacun puisse s'exprimer et parler de son quotidien, comment il est affecté et comment il le vit. Mais aussi, si je peux me permettre de parler dans les hôpitaux, les soignants aussi. Si tu es toujours dans un environnement triste, en train de voir des gens qui sont malheureux, ça peut t'affecter. Ça ne veut pas dire que tu es un médecin ou une infirmière, que tu es immunisé à la douleur. Donc, eux aussi, il faut penser à eux, organiser, dans la mesure du possible, des séances de debriefing après la journée ou deux fois par semaine. Et ça garde même le côté humain des intervenants de Absolument. médecine. Comme ça, on évitera de trouver des aides soignants qui sont déconnectés. Qui sont déconnectés, qui sont froids. Mais ils sont froids pourquoi? Parce qu'ils ont vu tellement de choses. Et des fois, ils pensent que la douleur, que ces symptômes ne sont pas graves parce qu'ils comparent à la personne qu'ils ont vue avant. Mais la personne, comme on l'a dit tout à l'heure dans la citation, celle qui vit cette douleur, c'est très grave. Même si c'est juste un bout de temps, ça peut être changer toute son activité, de tout son quotidien. Donc oui, pensons aussi non seulement à la personne qui souffre, pensons à ses membres de la famille, mais aussi aux soignants qui sont dans les hôpitaux pour qu'ils continuent à être motivés et évacuer le stress et continuer à s'occuper des autres. Parce que pour mieux s'occuper, être meilleur, merci. Pour s'occuper des autres, il faut bien être bien. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces mots. Hein. Même si nous sommes dans une société aujourd'hui, on est à l'affût d'informations et tout. Vous êtes un proche, vous avez un proche aussi qui est malade. Il faut savoir l'accompagner avec les mots et tout. Et pas besoin d'aller divulguer l'information partout. C'est clair. Tout simplement. Très important. Parce que ça aussi, c'est un accompagnement psychologique. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. On a terminé pour aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est bon, c'est validé. On se voit demain. Adjugé, vendu. Toujours. Avec le même bonheur. On se retrouvera avec la même équipe. Allez, à demain. Passez une belle journée. Ciao, ciao.